Bonsoir, Monsieur Kernemonenembo. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans le podcast Dissidence, sachant bien sûr que tous ceux qui sont là aujourd'hui vous ont étudié à l'école. Et c'est un grand plaisir de vous avoir encore dans notre génération, puisque on vous a étudié dans des générations qui ne sont pas la nôtre. Et la première question qu'on aimerait vous poser dans ce numéro du podcast, vous êtes un écrivain de renom, celui qu'on étudie partout à travers le monde. Vous n'êtes pas le seul écrivain africain. Comment vous avez fait pour avoir le succès que nous voyons en vous aujourd'hui, comment vous avez fait pour être l'écrivain de renom que tout le monde connaît? Oh, je n'ai rien fait pour ça. Je n'ai fait qu'écrire. Vous savez, le succès ne vient pas de soi-même. Le succès est circonstanciel. Comment le livre est reçu, comment le public le reçoit, comment la critique le reçoit, c'est autre chose. Ça ne dépend pas de vous. Et vous savez, c'est tout un hasard, le succès de livre ou son non-succès. Okay. C'est pas objectif, il n'y a rien de mathématique dans cette histoire-là. On ne sait jamais, même les plus vieux éditeurs du monde ne savent toujours pas pourquoi tel livre a du succès et pas tel autre. Personne ne peut le dire. Vous savez, il y a beaucoup de choses très subjectives dans cette histoire. Le public, il a ses propres raisons. Lui seul sait pourquoi il préfère ce livre-ci à ce livre-là. D'accord. Et qu'est-ce qui vous amène dans l'écriture? Est-ce la réalité de l'époque ou bien une raison personnelle en vous? Oh, certainement les deux, mais comment c'est la réalité elle-même. Vous savez que les réalités africaines sont étouffantes. C'est très dur d'être un Africain. Nous vivons des réalités très très dures. Et à un moment donné, on a envie d'exploser. Tout le monde, c'est pas seulement moi. Même ceux qui n'écrivent pas ont envie d'exploser. Il y en a qui cognent une table ou qui tapent leur femme ou qui vont brûler la police ou je sais pas quoi. On a envie d'exploser. Nous vivons des réalités absolument insupportables. La littérature permet de supporter l'insupportable. Donc, voilà pourquoi je me suis mis à écrire. C'est un moyen de soulager sa douleur. Voilà, exactement. Et... En mettant des mots MOTS sur les mots MAUX, on soulage la douleur. Les mots sur les mots. Et vous n'étiez pas le seul écrivain à l'époque, dans les années 60. Est-ce que... Pas 60, 70. 70. 70-80. Ok. Est-ce qu'en ce moment, il y avait une relation entre vous et les écrivains de l'époque? Alors, les écrivains de l'époque, ceux de ma génération, on a une relation, bien sûr, puisque par la force des choses, on s'est rencontrés au fil des débats littéraires. Par exemple, notre compatriote William Sassin, je l'ai rencontré sur un plateau de télévision en France, en 1980, il y a déjà 45 ans. Et on s'est rencontrés, on se connaît, Adja Maria Diafi, Sonia Boutansi du Congo, Boris Diop au Sénégal, Ken Bougoul au Sénégal, on se connaît, c'est un peu la même génération, nous étions habités par les mêmes préoccupations, nous avons écrit en même temps, d'ailleurs notre génération, on nous a appelé la génération 1947, parce que la plupart d'entre nous étaient nés en 1947, aussi on a appelé ça aussi la génération de la désillusion, ce qui n'est plus l'illusion de ce mythe de l'indépendance qui a mal tourné. Nous ne sommes pas les fils du rêve de l'indépendance, mais nous sommes fils de la génération de la désillusion et du cauchemar. On va faire un parallèle, voir si c'était la même chose chez vous. Et nous avons vécu, nous sommes en train de vivre l'époque d'Umbuya. D'Umbuya, après le renversement, le sentiment que ça créait en nous les Guinéens, est-ce que c'était pareil chez vous quand Sékou était venu? Au début, on a applaudi Sékou Touré, bien sûr. En 1950, on était gosses. Et puis c'était beau. On pense que ça aurait très bien se passer. Malheureusement, la personnalisation du pouvoir, c'est tout le grand problème de l'Afrique. C'est 2 ou 3 personnes veulent tout prendre. Il n'est plus jamais quitté. C'est le seul problème de l'Afrique. Il n'y a pas d'autre problème que celui-là. Ils veulent le pouvoir pour eux tout seuls et tout le temps. Ils le veulent entièrement et pour tout le temps. Et ça, c'est pas possible. Ça bloque toute la société. Ça brise tout. Ça brise l'élan qui a été, par exemple, l'élan de 1958 a été brisé par la personnalisation du pouvoir de Sékou Touré, par le culte du pouvoir, par l'amour fou que cet homme avait pour le pouvoir.
Et ce syndrome-là est général. Il est chez Mobutu, il est chez Bokassa, il est chez Mamadi Doumbia, il est chez Gossama, Assimi Goïta au Mali. Tous les dirigeants africains sont pareils. Chacun veut le pouvoir et pour tout le temps. D'accord. Vous allez vous approcher un peu du micro. On va revenir sur un aspect très important. Votre vie avant l'exil. Comment c'était la vie en Guinée avant que vous ne quittiez? Alors, la vie en Guinée, il y a plusieurs stades. Oui. Le stade de l'euphorie, je crois que 1958-1961 a été une très très belle phase. Ça a été plutôt très bien. C'était plutôt bien géré. Tous les grands cadres du pays étaient au gouvernement. On s'entendait bien. L'économie marchait. Ce qu'on vendait au monde était plus important que ce qu'on lui achetait jusqu'en 1961. En 1961, il y a la grève des enseignants que nous, élèves étudiants, nous avons soutenus. Ils ont foutu dans les camps militaires, ils nous ont réprimés, ils ont tués. Et là, c'était fini. Sékou Touré s'est appuyé sur son clan, sur sa milice et les masses pour taper toutes les forces du pays, afin de garder le pouvoir pour lui et pour lui tout seul. Tout vient de là. Et à partir de là, c'était maintenant le cycle infernal, la répression, le Cambaro, les pendaisons publiques, la diète noire, etc., etc. Et à l'époque, vous n'avez que vous aviez 20 ans à l'époque, vous avez quitté la Guinée pour l'étranger. Et comment tout ça s'est passé? Je me mets un peu à votre place, le sentiment qui rattache parfois une personne à son pays natal et subitement sa famille, on vous contraint à l'exil, vous voyez que vous êtes contraint par endroit à quitter. Comment vous avez vécu ça? Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Mal, très très mal, c'est une histoire qui ne concerne pas une personne ou 1000 personnes ou 3000 personnes. Cela concerne toute une génération. C'est 3 millions de Guinéens qui sont exilés. 3 millions, c'est près de 9 millions de population. C'est une population de 9 millions. Pratiquement, c'est le tiers de la population qui s'est exilée. Vous savez, en Afrique de l'Ouest, nous sommes les peuples les plus exilés. Allez en Sierra Leone, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est des Guinéens. 10, 15, 20% de la population, ce sont des Guinéens. Peut-être il y a 3, 4 millions, 5 millions de Guinéens au Sénégal. En Côte d'Ivoire, il y a au moins 1 ou 2 millions. Donc, on est partout. Ça, vous savez, les dictatures produisent tous des exilés et des prisonniers politiques, partout dans le monde. Quand on tape Thierno Mondeh Nembo dans les médias, dans les vidéos, dans les différentes interventions, nous voyons toujours que vous êtes dans une posture de dénonciation, de revendication, de critique. Très rarement, on voit un Thierno Mondeh Nembo qui fait l'éloge de tel ou tel. Vous êtes toujours sur vos gardes, dans la retenue, dans la critique. Pourquoi avez-vous choisi d'être comme ça? Je n'ai pas choisi. Et la question ne se pose même pas. La question pourquoi ne se pose pas en l'occurrence. Je fais mon devoir d'écrivain, je fais mon devoir de citoyen. Le devoir d'un écrivain, c'est d'interroger sa société. Le devoir d'un écrivain, c'est d'interroger le pouvoir en place. La place de l'écrivain, je l'ai souvent dit, je le répète ici, n'est pas au sein du gouvernement. Elle est en face du gouvernement. Pour lui dire merde à chaque fois que c'est nécessaire. Si on n'interroge pas un gouvernement, il tue qui il veut, il bouffe ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. Normalement, c'est aux intellectuels, certainement, aux écrivains en premier lieu, mais aussi aux autres intellectuels, pas seulement les écrivains, aux chefs religieux, aux marabouts. Regardez le Sénégal. Pourquoi le Sénégal ne dérive pas complètement? Parce qu'à chaque fois, les élites sortent. Ils sont exigeants. Et minimum, ils ne font pas tout ce qu'il faut faire, mais les élites font le minimum. Les intellectuels, les marabouts sortent et interrogent le gouvernement. Attention, ça, non, on ne va pas là. C'est dangereux pour le pays. Il faut changer de trajectoire. Et s'il n'y a personne pour le faire, chaque marabout guinéen, chaque prêtre guinéen, chaque intellectuel guinéen, cherche que ça vous personnel. Ils sont prêts à lécher les pompes du pouvoir en place pour manger. Le peuple, ça ne les intéresse pas. Ça, c'est tragique. Parfois, quand vous êtes chez vous et vous observez tout ce qui se passe, au vu de tout ça, vous voyez que la façon dont les choses doivent se passer en principe, si vous constatez que les choses ne sont pas comme telles, est-ce qu'au fond de vous, ces mêmes réalités continuent de vous torturer de l'intérieur? J'ai envie de sauter par la fenêtre ou d'exploser ou foutre une bombe au milieu de je ne sais pas quoi. C'est grave ce qui se passe en Guinée. C'est très grave. C'est d'autant grave que c'est la même chose depuis 1958. Comment voulez-vous qu'aujourd'hui, en 2025, on tue des gens, on fait disparaître des gens, personne ne se lève? Il n'y a pas un marabout pour dire où sont ces gens-là.
Ils croient en quoi, ces gens-là, ces salopards-là? Ils croient au bon Dieu? Ouais. Ils croient au bon Dieu, ces gens-là? Des gens qu'on fait disparaître du jour au lendemain. On ne sait même pas où ils sont. C'est normal ça dans un pays? Ouais. C'est normal ça? Et justement, les réalités là ont existé avant même que nous ne soyons nés. Et on a lu que ces réalités ont existé et ces mêmes réalités continuent d'être là. Pour vous, qu'est-ce qu'il faut réellement pour qu'on sorte de tout ça? Il faut que le peuple guinéen se révolte. La révolte collective? Oui, il faut qu'il surtout vous les jeunes. Ok. Les jeunes de Guinée, vous êtes 60% des jeunes guinéens au moins de 15 ans. 60%. Non, pas de moins de 30 ans, excusez-moi. Okay. 60% des Guinéens au moins de 30 ans. Moins de 30, pas moins de 15 ans, moins de 30 ans. Okay. Vous êtes l'absolue majorité de la population. Ouais. Si vous levez, vous sortez, personne ne peut rien contre vous. Ils vont fuir. Vous ne faites rien. Vous n'avez même pas une association d'étudiants. Voulez-vous qu'on aille? Si une jeunesse ne se bat pas, quel est son rôle dans la vie? Ouais. Et pour vous, est-ce que le fait qu'il n'y a pas cette révolte collective de la part des jeunes, est-ce que ce n'est pas le résultat d'une certaine instrumentalisation ou d'une certaine division que ces mêmes personnes ont créée au sein des jeunes? Bien sûr, mais cette division, cette instrumentalisation, ça dure depuis bientôt 65 ans. Si ça dure tout le temps, c'est que nous sommes cons. Ouais, carrément. Si tous les jours tu tombes au même endroit, c'est pas la faute de l'obstacle. C'est ta faute à toi-même. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Tous les jours au même endroit, tu tombes. Chaque jour. Tous les jours, tu tombes au même endroit. C'est que tu n'as pas d'esprit. Est-ce que vous croyez un jour au développement d'un pays comme la Guinée? Le développement, ce sont de gros mots, c'est trop fort, tout ça. D'abord, il faut déjà vivre. La Guinée, il faut déjà que le pays survive. Okay. Parce qu'il continue comme ça, il va disparaître. Ouais. On va s'étioler un jour. Il n'y aura plus de Guinée. Cette voie-là, elle n'est même pas dangereuse, elle est conne. C'est pas comme ça qu'on fait un pays. Tout le monde le sait. C'est pas comme ça qu'on fait un pays. Depuis 1958, c'est pas comme ça qu'on fait un pays. Quelqu'un aurait dû déjà dire, rectifions la trajectoire. C'est pas comme ça. Il n'y a pas un vieillard en Guinée pour dire ça. Il n'y a pas un prêtre en Guinée pour le dire. Il n'y a pas un marabout en Guinée pour le dire. Il n'y a pas un intellectuel en Guinée pour le dire. C'est incroyable ça. Sommes un pays habité. Est-ce qu'il y a des Guinéens? Ouais. Ou est-ce qu'il n'y a que des zombies? Ouais. C'est ça le problème. Ouais. Et vous êtes un écrivain et très critique. Quand vous observez la sphère politique guinéenne, est-ce que dans une partie, dans un coin de votre tête, vous bloquez sur une personne ou bien vous dites que telle personne pourra peut-être dans un futur proche être à l'avenir ou bien être la solution qu'il faut pour la Guinée? Vous savez, le problème n'est pas une question de personne. Le problème est guinéen, le problème est national. Ce n'est pas une personne qui règle un problème national. Okay. C'est le peuple qui règle un problème national. Ce sont les Guinéens qui vont régler le problème national. Si à la fin, il choisit quelqu'un qui va, bon, on verra bien. Mais le problème n'est pas personnel. Okay. Il est national. C'est nous tous, ça nous concerne nous tous. Il n'y a pas un seul Guinéen que ça ne concerne pas. Parce que le pays est au bord du gouffre. Mais ça se voit. Vous les jeunes, quel est votre avenir en Guinée? Ouais, carrément. Il n'y en a pas. Il y a beaucoup de nos amis qui fuient. Je le sais, il y en a. Vous n'avez pas d'école, vous n'avez pas d'université, il n'y a pas de restaurant universitaire, il n'y a pas de transport universitaire, il n'y a pas de mutuelle de santé universitaire. Il n'y a pas de bourse, pas une bourse digne de nom. Satisfaisante. Ouais. On a le droit de poser des questions. Où se trouve le diamant guinéen? Où se trouve l'or guinéen? Où est la bauxite guinéenne? Où est le fer guinéen? Ouais. Où sont nos richesses? Où vont nos richesses? Chaque Guinéen a le droit de se poser cette question-là et de poser cette question aux dirigeants. Où sont nos richesses? Voilà. Carrément. Carrément. Et personnellement, de votre côté, qu'est-ce que vous pensez de Cellou Dalein Diallo? Oh, c'est un ami. Ok. C'est un ami, bien sûr. Et beaucoup, après tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a beaucoup de gens qui estiment que Cellou Dalein est la dernière solution, peut-être pour finir avec tout ça. Et presque toutes les personnes sur qui on a compté dans le passé pour être la solution qu'il fallait, toutes
ces personnes-là sont épuisées côté solution et beaucoup se disent que c'est l'homme maintenant qu'il faut. Bon, écoutez, vous savez, encore une fois, ce n'est pas une question d'homme. Okay. Moi, c'est mon ami, il n'y a aucun problème, on est très liés. Mais là, n'est pas le problème. Le problème, c'est de créer un système politique viable. Un système politique fixe, basé sur des règles. Et pas là sur la volonté d'une seule personne. Des règles immuables, des règles qu'on ne modifie pas du jour au lendemain. Oui. Quel est le problème de la Guinée? C'est que depuis 1965, 58 plutôt, on n'a pas su trouver des règles de vie, une constitution sacrée, que personne ne modifie à sa guise. Chaque fois qu'il arrive au pouvoir, il fait ce qu'il veut. Là, ça a compté, on l'a vu comment il s'est comporté. Ce pouvoir, Dadis Camara, il a voulu se représenter. La charte de la transition le lui interdisait. Tout le problème était dû à cela. Ouais. Il a coûte que coûte voulu se présenter quand même. Alpha Condé, lui qui était contre, c'est l'un des premiers à avoir réclamé la limitation des mandats. C'est l'un des premiers Africains à avoir réclamé la limitation des mandats. C'est Alpha Condé. Ouais. Il vient au pouvoir, il s'offre un troisième mandat. Mamadou Doumbia arrive, il jure qu'il ne sera pas candidat. Devant tout le monde, il a juré, non? Il a juré, c'est la continuité, il a juré devant le peuple. Ouais. Et maintenant, il est en train d'être candidat. Ouais. Comment voulez-vous qu'on fasse un pays comme ça? S'il n'y a pas de règles de vie, il faut respecter un minimum de règles. On ne peut pas modifier les règles en cours de marche au football. Ce n'est pas possible. Ouais. Il n'y a plus de marche après. Ouais. Tout le monde va se taper. Ouais. Il faut que les Guinéens se fixent des règles. Il faut une constitution claire et nette, adoptée par tout le monde, acceptée par tout le monde, et que personne n'ose violer. Commençons par ça. D'accord. Tant qu'il n'y aura pas de règles de vie, il n'y aura pas de pays. D'accord. Et ces derniers temps, nous voyons le président Alpha Condé à travers les réseaux qui fait des sorties pour un peu décrier ce qui se passe en Guinée. Et à chaque fois qu'il le fait, beaucoup de gens estiment qu'il n'a pas en ce moment droit à la parole, surtout quand il s'agit de fustiger ce qui est en train de se passer, parce qu'ils estiment que si nous nous retrouvons là aujourd'hui, c'est à cause de lui. C'est beaucoup de sa faute pour deux raisons au moins. La première raison, c'est que c'est lui qui l'a imposé. Ouais. Cet homme n'était même pas un militaire classique, normal. C'est pas les forces spéciales, c'est une espèce de milice qu'Alpha Condé a créée pour se protéger tout seul. C'est même pas la vraie armée. Cet homme est un caporal de la Légion étrangère française. Qu'Alpha Condé a bombardé lieutenant-colonel. Et maintenant qu'il est auto-bombardé général. Et qui va être bientôt le président de la République. Ça, c'est la première faute. Deuxième faute, évidemment, c'est d'avoir coûte que coûte voulu s'imposer de s'offrir un troisième mandat, qui n'a pas le droit. Ouais. C'est limité à 2 mandats, c'est limité à 2 mandats pour tout le monde. Il n'y a pas un seul qui est au-dessus de la loi, pas un. Commençons par ça. Sinon, il faut des règles de vie. Les Guinéens n'en ont pas. Chaque fois que quelqu'un arrive au pouvoir, il fait ce qu'il veut. Comme un bandit, vous savez, quelqu'un qui vient braquer, tu es en train de déjeuner chez toi, et quelqu'un vient te braquer, il fait ce qu'il veut. C'est ça le pouvoir guinéen. C'est du banditisme. Selon vous, est-ce que le personnage Sékou Touré doit être considéré comme un héros national? Parce qu'il a été le père. Pas pour moi. C'est un tyran, c'est un sanguinaire. 90% des problèmes guinéens sont dus à Sékou Touré. C'est lui d'abord qui a empêché justement qu'il y ait des règles constitutionnelles. Il a tout pris, le parti, l'État, tout pour lui. C'est le premier parti-État, le premier homme qui a été à la fois président et chef de parti en Afrique. C'est le premier parti unique d'Afrique, c'est la Guinée. Ouais. C'est nous. Le premier parti unique de l'histoire de l'Afrique, c'est nous. Tous les mauvais exemples de l'Afrique sont venus de Guinée. Wow. C'est nous. La première dictature, c'est nous. Ça, elle a commencé à même que d'autres pays ne deviennent indépendants. Donc tout le monde a pris notre exemple. Le parti unique. C'est nous, le premier parti unique. C'est nous la première fois que le président est président et chef du parti en même temps. Wow. C'est la Guinée. Et récemment, il a porté le nom de notre aéroport. Est-ce que ce sont des choses que vous encouragez? Vous savez très bien combien de fois je l'ai critiqué, non? Je l'ai écrit là-dessus plusieurs fois. D'abord, que Sékou Touré ait le droit d'avoir un aéroport en Guinée, pourquoi pas d'ailleurs? Parce qu'il a représenté l'indépendance en 1958. C'est pas là, on peut le faire, mais pas dans ces conditions-là. Et puis, c'est pas à Mamadou Doumbia de le faire. Rien ne lui donne ce droit-là. Ah bon? Au nom de quoi il le fait? Qui est-il? Qui est-il? C'est un putschiste, il n'a aucune légalité. Il n'a aucune légalité, Mamadou Doumbia. Il crée un tribunal spécial, le CRIEF. Il n'a pas le droit de créer un tribunal, ni de baptiser un aéroport. Rien ne lui donne ce droit, rien. Rien.
Ok. À la limite, un jour, si les Guinéens décident en votant, bon, on va appeler cet aéroport secteur, pourquoi pas? Après tout, il a été dictateur après, mais en 58, oui. Il était un héros national en 58. Vous aviez dit que Mamadi Doumbouya fait pire que a fait pire que Sékou Touré, sachant que le second, il a été... Je n'ai pas dit qu'il a fait pire que Sékou Touré, je n'ai pas dit ça. J'ai dit il est sur le chemin de Sékou Touré. Ok. Je n'ai pas dit qu'il a fait pire. Il n'a pas encore fait pire que Sékou Touré. Non, pas encore. Ok. Il est sur la voie. Ok. Comment ça? Il est sur la voie. Ok. À travers quelles actions qu'il est en train d'entreprendre? Les disparitions, les morts. La mort du général Sadiba Koulibaly, la mort du docteur Djibate à Kankan, la disparition de Fonike Mengue Bailoba, la disparition d'Aliouba, la disparition de Marwan Kamara. Ouais. C'est normal, et ça. On voit un musulman dans les médias guinéens. Aucun média actuellement n'existe pour faire leur mission. Avant, si ça n'allait pas, il y avait des médias qui étaient là pour interpeller les autorités. Tout cela est soutenu par des intellectuels opportunistes qui sont là, ces petits rats-là qui grouillent autour de la mangeoire, et ils vont voir ce qui va leur arriver. C'est exactement ça qui s'est passé dans les années 50. Les gens se sont mis à applaudir Sékou Touré. Sékou Touré les a tous tués, un à un. Sékou Touré n'a tué que ses amis, hein. Attention, hein. Il n'a jamais tué un ennemi. Ouais. Ce sont les gens qui lui ont donné le pouvoir qu'il a tué. Tous ces gens-là qu'il a tués, ce sont eux qui l'ont mis au pouvoir. Il faut des Bakita, qui a aidé Sékou Touré autant qu'il faut des Bakita. Personne. C'est les Diallo Telli qui l'ont aidé. Ouais. Il les a tous liquidés. Ce qui va se passer avec ces gens-là, tu vas voir. Mamadou Doumbouya va les zigouiller un à un. Vraiment? Prenez note. D'accord. On en parlera dans 3-4 ans. Vous êtes une sorte... Nous, on vous perçoit comme un prophète parce que quand Mamadi Doumbouya était venu à l'entame, vous étiez parmi des gens qui ont dit qu'il faut les soutenir parce qu'il est sur la bonne voie. Tout ce qu'il va à l'époque était dans le bon sens. Mais un peu plus tard, vous... J'ai dit, mais attention, dans le même texte, j'ai dit, mais s'il fait comme ses prédécesseurs, il finira pire qu'eux. Ouais. Je l'ai dit. Dans le même texte, j'ai dit, il faut le soutenir. Parce que son discours m'a beaucoup plu. J'ai failli aller plus loin que ça pour le soutenir. Mais j'ai dit, il faut être prudent avec ces gens-là, ces militaires africains-là. J'ai dit, à la fin du thé, mais s'il fait comme ce que ses prédécesseurs ont fait, il finira pire qu'eux. D'accord. Et actuellement, nous constatons beaucoup de disparitions. Est-ce que tu es écrivain, quelqu'un qui fait chaque fois des sorties médiatiques? Est-ce que vous craignez la même chose que ces personnes qui disparaissent? Je ne crains pas la mort. Moi, je sais où je vis en Guinée. Je sais ce que j'écris. Tout peut m'arriver, j'en ai rien à foutre. S'ils veulent me tuer, qu'ils me tuent. Ce n'est pas un problème. Mais la vérité, on ne tue pas la vérité. La vérité est immortelle. Ni une balle, ni une fusil, ni une lance ne peut tuer la vérité. Ce que tu as dit aujourd'hui, si c'est vrai, dans 2000 ans, cela restera vrai. Oui, carrément. Voilà. Ils n'ont qu'à tuer. Ils seront tués eux aussi. Est-ce que par endroit, parfois, il arrive que certaines autorités viennent pour essayer de vous acheter, comme on le voit parfois? Pas vraiment, mais quand même, j'étais approché. J'étais approché, parfois, j'étais approché pour faire partie du truc. On m'a approché. Bon, je n'en ai pas voulu, mais on m'a approché. Ok. Je ne dirai pas qui. Même maintenant, là, si Mamadi Doumbouya estime que vous êtes trop intelligent pour être à côté de lui, pour lui donner des conseils nécessaires pour sortir de cette crise-là, est-ce que allez-vous accepter? Non, peut-être jamais. Je ne serai jamais ni président, ni ministre, ni préfet, ni sous-préfet, ni chef de cabinet, ni chef de toilette. Ça ne m'intéresse pas. Ces trucs-là ne m'intéressent pas. Pas du tout, pas du tout. J'ai trop vu, j'ai trop compris ce que c'est que le pouvoir africain. Ouais. C'est de la merde. Ouais. J'ai pas envie de mettre mes mains dans cette merde. Ouais. J'ai envie de garder mes mains propres jusqu'à ma mort. Ouais. Et qu'est-ce que vous pensez personnellement du projet Simandou? De quoi? Du projet Simandou. Alors, je le connais très mal. Je sais que c'est un projet qui vise à exploiter le fer du Simandou, qui est le fer qui a la plus grande teneur dans le monde. Ouais. On l'appelle même le caviar du fer. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Il y a tellement de projets là-dedans. Quand je suis arrivé ici, il y avait le projet, c'était qui était là-dedans. C'est tout. Où est-ce qu'ils en sont? Ils vont commencer. Je ne suis pas très au courant. Et en soi, de par la forme, est-ce que vous pensez que, à l'heure actuelle, dans cette transition actuelle, est-ce que vous pensez que c'est une nécessité de s'appuyer sur des projets comme tels
pour asseoir ce que le gouvernement actuel veut? Oh, bon, vous savez, ces gens-là sont tellement mal intentionnés. J'ai l'impression que tout ce qu'ils font, c'est pour renforcer leur pouvoir. Dans tous les domaines. Ils n'ont rien, ils font jamais rien de gratuit, rien de sincère, rien de comment dirais-je, d'idéalisant. C'est des gens qui, tout ce qu'ils font, c'est pour eux, c'est pour leur pouvoir. Certainement, ils voient beaucoup de fric à gagner là-dedans. Oui. Ils vont le tirer pour eux, voilà, remplir leur poche et renforcer le pouvoir. D'accord. Si aujourd'hui, Mamadi Doumbouya doit tomber sur cette vidéo-là, quel conseil pouvez-vous lui donner de façon très franche? C'est de partir le plus vite possible. Il n'a rien à faire au pouvoir. Son pouvoir n'est pas légitime. Mieux qu'il s'en aille. C'est mieux pour lui, c'est mieux pour le pays. D'accord. Merci d'être venu dans le podcast Dissident. C'était un grand plaisir. Merci. Et on vous souhaite une longue vie. On a encore besoin de vous en Guinée. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidente. Je suis dans Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.